bien loin du budget de 80 à 100 millions de dollars de l'insupportable film The Bride de Maggie Gyllenhaal, rapportant ensuite 23 millions de box-office mondial, le film Mario Galaxy s'est contenté de divertir sans prétention aucune, et ça marche du feu de Dieu puisqu'en à peine 5 jours il a engrangé 372 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget estimé autour de 100 millions de dollars. Cependant forcément, il faut toujours prendre les chiffres des budgets et des box-office avec un grain de sel, à cause de toutes les manipulations dont ils sont victimes. Ça permet quand même de se représenter dans quelle proportion une production cinématographique est un succès ou un échec. Or, le point intéressant, c'est de voir que ces deux films s'inscrivent dans des univers étendus qui leur sont propres. Mario Galaxy a de multiples jeux vidéo, alors que le personnage de The Bride est présent dans le film éponyme de 1935. Sauf que ce qui est comique, c'est que l'un décide d'adapter fidèlement l'univers dont il s'inspire, et l'autre est une sorte de rature faite sur l'œuvre originale qui l'a inspirée, parce qu'au fond, elle s'estime supérieure à l'ouvrage sans lequel elle n'existerait pas. Vous êtes tous assez intelligents pour comprendre duquel je parle dans l'un et l'autre cas entre Mario Galaxy et The Bride. Toutefois, si cette différence saute aux yeux, c'est quand même pas mal d'illustrer jusqu'à quel point le phénomène de fidélité ou de reniement s'étend. Alors voici quelques-unes des références aux divers jeux Mario présentes dans le film, parce que non, je ne vais pas toutes vous les faire, il y en a beaucoup trop. Le film contient des clins d'œil à Super Mario Galaxy de 2007, à Super Mario Galaxy 2 de 2010, à Super Mario Odyssey, Super Mario Sunshine, à Mario Kart, Mario Maker. Le film fait revenir plusieurs personnages rarement vus depuis des décennies. Wart, un crapaud machiavélique géant qui est un boss final de Super Mario Bros 2, datant de 1988. Birdo, un personnage culte de Super Mario Bros 2 également. On a la Reine des Abeilles, qui est un personnage récurrent de la saga Super Mario Galaxy, qui fait sa première apparition en tant que personnage jouable dans Super Mario Kart 7, Fox McCloud, qui est un personnage de la série Star Fox, dont la première apparition dans l'univers Mario date du premier Super Mario Smash Bros. De 1996. On a encore les Luma et l'Observatoire des Comètes, qui eux apparaissent dès le Super Mario Galaxy. Bref, en résumé, Nintendo a su faire de son film un festival de fanservice, respectueux de ses personnages, de leur esthétique et globalement du lore des jeux vidéo Mario. Or, c'est cette démarche qui est la clé de voûte de son succès commercial, autant du premier que du deuxième film. Alors que de son côté, Maggie Gyllenhaal, elle explique dans l'interview de Out Now que l'un des moteurs de son film, c'est sa colère face au traitement du personnage féminin dans le classique de 1935. Elle dit texto, « Le film porte son nom, mais elle n'apparaît que 2 minutes et ne dit pas un mot. » Ah bah là, dans son film à Maggie, le personnage se rattrape bien, hein, vu qu'elle se transforme en Becherel vivant, et qu'elle nous balance tous les mots proches en sonorité les uns des autres qui lui passent par la tête. Maggie dit également clairement avoir voulu réparer une injustice historique dans le genre horrifique, ce qu'elle exprime ainsi, faire renaître une femme qui n'a jamais eu le temps d'exister pleinement, de dire qui elle était, en parlant de The Bride. Elle présente le film comme un acte de réhabilitation, comme un acte militant. Au rayon des détails, le point d'exclamation dans The Bride n'est pas décoratif. Il exprime selon elle l'énergie, l'urgence et la révolte du personnage. Elle estime que c'est un symbole de la radicalité du film. Oui, radicalité que personne ne peut omettre de voir, puisqu'elle nous est crachée en plein visage. Dans le domaine de l'ingratitude, Maggie excelle, puisqu'elle explique, en toute décontraction, qu'elle a voulu faire un film plus grand, plus ambitieux, après The Lost Daughter, et qu'elle a dû se battre pour garder sa liberté artistique. En même temps, quand on te donne un budget de 100 millions, alors que tu n'as rien prouvé en tant que réalisatrice, que tu n'as rien fait qui ait rapporté de l'argent, et qu'ensuite tu repars avec 23 millions de dollars en recettes, tu m'étonnes que ça se bouscule pas au portillon pour t'offrir une liberté artistique. C'est quand même fou d'être privilégié au point de se plaindre, de ne pas pouvoir faire complètement ce que l'on veut avec l'argent des autres.
Dans une interview accordée à Dailymotion, elle a revendiqué le fait que son film serait une romance punk rock dans le Chicago des années 30, un film violent, chaotique, transgressif, loin des codes classiques, ce qui fait une belle jambe à ceux qui ont mis une somme aussi rondelette entre les mains de cet incapable. Tu as perdu les 3/4 de la somme que tu as investie, mais c'était pour la bonne cause. Non, vraiment, je tenais à faire cette vidéo en partie parce que cette élite hollywoodienne là qui échoue vers le haut m'horripile. Et je tenais à souligner et à surligner leur déconnexion, leur égocentrisme. Ces gens ne font des films que pour leur petite personne. Ils se foutent bien souvent du public qui va poser son cul devant leurs mauvaises idées, leurs petits caprices, pour 12 € la place. Et souvent, ce n'est même pas par goût du cinéma, par goût de l'art qu'ils le font, ils le font vraiment juste pour être des sortes de trolls, mais avec une cuillère en argent dans la bouche. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.